Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 4e chapitre de la partie du programme de seconde sur la modélisation de la matière. C'est un chapitre très complet et il est indispensable d'être au point sur les chapitres précédents avant de visualiser celui-ci. Ce chapitre étant la suite logique du chapitre sur le cortège électronique, il faut bien connaître les structures électroniques, être capable d'identifier les électrons de valence et savoir ce qu'est un gaz noble. De plus, c'est un chapitre un peu long, vous pouvez donc le visualiser en plusieurs fois, faire des pauses entre chaque partie ou des exercices pour vérifier que vous avez bien compris le contenu passé au cours d'une partie. Nous allons voir dans la première partie comment se forment les ions monoatomiques, c'est-à-dire comment se forment les ions à partir d'un atome. Dans une deuxième partie, nous verrons comment s'assemblent les atomes pour former des molécules. Il vous est possible de passer dans la description de la vidéo d'une partie à l'autre si vous souhaitez ne visualiser que la partie sur les ions ou que la partie sur les molécules. Une fois que nous aurons vu comment se forment les molécules, nous allons voir comment les noter. Il existe plusieurs manières de les noter, dont le schéma de Lewis qui apparaît ici, qui est nouveau en classe de seconde et qu'il faudra également bien maîtriser. Et enfin, dans une dernière partie, un petit peu plus courte et qui contient quelques calculs mathématiques, nous évoquerons les énergies de liaison. Nous avons vu lors du précédent cours la famille des gaz nobles, qui regroupe les éléments de la dernière colonne du tableau périodique. Ces gaz sont les plus stables qui existent. Ils ne vont jamais s'assembler avec d'autres atomes pour former des molécules, ni gagner ou perdre d'électrons pour devenir des ions. Et ce qu'ils ont en commun, ces gaz nobles, si on regarde leur structure électronique, et en particulier la couche externe, donc on rappelle que la couche externe, c'est la couche qui contient des électrons et qui est la plus éloignée du noyau. Il s'agit de la couche numéro 1 pour l'hélium, de la couche numéro 2 pour le néon, ou de la couche numéro 3 pour l'argon. Et bien cette couche externe, pour les gaz nobles, elle est toujours remplie. Nous avons en effet vu lors du dernier chapitre que la couche numéro 1 peut contenir au maximum 2 électrons, tandis que la couche numéro 2 et la couche numéro 3 elles peuvent contenir au maximum 8 électrons. Lorsqu'une couche externe est remplie, on dit qu'elle est saturée. Donc les couches externes des gaz nobles étant saturées, elles ne peuvent plus recevoir ni donner d'électrons. Ce qui fait que les gaz nobles sont des éléments chimiques stables qui restent toujours de la même forme. Ce petit rappel étant fait, intéressons-nous maintenant aux autres atomes qui vont, eux, vouloir ressembler aux gaz nobles. En réalité, ce que les autres atomes cherchent à faire, c'est de gagner en stabilité. Et pour être stable, nous avons vu qu'il faut avoir une couche externe saturée, c'est-à-dire remplie d'électrons. Donc les autres atomes, ils vont modifier leur structure électronique en expulsant ou en recevant des électrons, de manière à ce que leur dernière couche, elle possède le nombre maximal d'électrons. Donc lorsque les atomes modifient leur structure électronique pour gagner en stabilité, ils vont devenir des ions, ou bien former des molécules comme on verra dans la deuxième partie du cours. S'ils sont effectivement devenus stables, alors on dira qu'ils répondent à la règle du duet ou de l'octet. Donc qu'est-ce que c'est que ces règles du duet et de l'octet? Regardons déjà la règle du duet. Elle nous dit qu'un atome ou un ion, il est stable si sa couche externe elle est remplie avec 2 électrons. Donc cette règle, elle ne va en fait concerner que les atomes très petits avec un numéro atomique inférieur à 4. Regardons par exemple l'hydrogène, de numéro atomique Z est égal à 1, donc il ne possède qu'un seul électron. Et bien pour gagner en stabilité, l'atome d'hydrogène il va accueillir un électron supplémentaire sur sa couche électronique. Et à ce moment-là, nous ne sommes plus en présence d'un atome d'hydrogène, mais bien d'un ion hydrure, étant donné que cet ion il possède un seul proton dans son noyau et 2 électrons qui tournent autour. Il aura donc pour symbole H-. Donc l'ion hydrure, il possède une structure électronique stable, comme l'atome d'hélium d'ailleurs, et on dit qu'il satisfait la règle du duet, car la couche externe de cet ion elle est remplie avec 2 électrons. Regardons ce qui se passe avec l'atome de lithium, qui lui aussi a un numéro atomique inférieur à 4, puisqu'il possède 3 protons dans son noyau. Par conséquent, il a 3 électrons qui tournent autour, dont 2 sur la première couche et 1 sur la deuxième. Donc concernant le lithium, pour avoir une couche externe remplie, il va être plus facile de se séparer d'un électron plutôt que d'en gagner 7. Et une fois qu'il aura expulsé un électron, le lithium, il aura formé un ion lithium. Cet ion est stable et satisfait lui aussi la règle du duet, puisque la couche externe de cet ion, elle est bien remplie ou saturée avec 2 électrons. Regardons un dernier atome qui va satisfaire la règle du duet en arrangeant sa structure électronique. Il s'agit du beryllium, de numéro atomique 4, qui a donc 4 protons et 4 électrons. Pour lui aussi, lorsqu'il va modifier sa structure électronique pour gagner en stabilité, il va être plus facile d'expulser 2 électrons plutôt que d'en gagner 6. Et suite à l'expulsion de ces 2 électrons, se forme l'ion beryllium, qui lui aussi a une couche externe saturée qui répond donc à la règle du duet, puisque la couche externe est bien remplie avec 2 électrons.
Nous avons donc vu comment se forment les ions hydrure, lithium et beryllium selon la règle du duet. Maintenant, les atomes plus importants, ils vont subir des modifications de leur structure électronique pour gagner en stabilité également, mais eux, ils vont répondre à la règle de l'octet, qui nous dit qu'un ion il est stable si sa couche externe elle est remplie avec 8 électrons. Si on prend par exemple le sodium de numéro atomique 11, il possède uniquement un électron de valence sur sa couche externe, qui est la couche numéro 3. Lors de la modification de sa structure électronique, il va donc perdre un électron pour que sa couche externe devienne la couche numéro 2. Et lorsque sa couche externe devient la deuxième, elle est à présent remplie ou saturée. L'ion sodium il est donc chimiquement stable et il répond à la règle de l'octet, puisque sa couche externe elle est remplie avec 8 électrons. Il a par ailleurs la même structure électronique que le néon. Donc l'ion sodium, il aura pour symbole Na+, étant donné qu'il possède 11 protons dans son noyau, et 10 électrons en comptant ceux des deux couches. Regardons maintenant l'atome de fluor, qui a lui sa couche externe, qui est la numéro 2. Et si vous regardez bien sur cette couche, vous voyez qu'il possède 7 électrons de valence. Pour cet atome-là, lorsqu'il va modifier sa structure électronique pour gagner en stabilité, il va être plus facile de récupérer un électron. Et il devient ainsi un ion fluorure, de symbole F-, puisqu'il possède toujours 9 protons dans son noyau, mais cette fois-ci avec 10 électrons qui vont tourner autour, dont 8 qui se trouvent sur sa couche externe. Ce qui implique que sa couche externe de cet ion fluorure, elle est saturée, et donc il répond bien à la règle de l'octet. Donc retenez bien que pour gagner en stabilité, certains atomes vont gagner ou perdre des électrons pour satisfaire la règle du duet, dans le cas des petits atomes, ou la règle de l'octet, dans le cas de la majorité des atomes, et ils vont ainsi devenir des ions. Donc par exemple, les ions sodium, Na+, potassium, K+, calcium, Ca2+, magnésium, Mg2+, chlorure, Cl-, fluorure, F-. Ils répondent tous aux règles du duet ou de l'octet, et ce sont des entités chimiques plus stables que les atomes originels. Et vous devez être capable de donner la formule de ces ions en sachant combien d'électrons ils ont gagné ou perdu pour avoir finalement une couche externe saturée. Par exemple, si je vous demande la formule de l'ion potassium, vous devez être capable d'aller chercher dans votre tableau périodique pour trouver que le potassium a pour symbole K. Et si vous vous souvenez bien de votre dernière leçon, vous vous rappelez que les atomes ils sont rangés par colonne dans le tableau périodique en fonction du nombre d'électrons de valence qu'ils possèdent. Le potassium, c'est un alcalin, comme le sodium et le lithium que nous venons de voir. Il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, et pour gagner en stabilité, il va perdre cet électron. Et en le perdant, il se retrouve avec un proton de plus que les électrons, et la formule de l'ion potassium, c'est donc K+. À présent, si je vous demande la formule de l'ion calcium, qui fait partie des alcalinotéreux, vous allez chercher le calcium et voir qu'il a pour symbole Ca, et qu'il se trouve dans la deuxième colonne. Et comme tous les atomes de la seconde colonne, il possède 2 électrons de valence qu'il va pouvoir perdre lors de sa modification électronique pour gagner en stabilité. Ainsi, l'ion calcium se notera Ca2+, puisqu'il aura perdu 2 électrons et qu'il possédera donc 2 protons en excès dans son noyau. Maintenant, je peux aussi vous demander de me donner la formule d'un ion monoatomique sans regarder dans le tableau périodique. Par exemple, si je vous demande la formule de l'ion magnésium, sachant que l'atome originel de magnésium possède un numéro atomique de 12, eh bien, vous pouvez retrouver la formule de cet ion grâce à la structure électronique de cet atome que vous avez vu dans le chapitre précédent. Si vous avez un atome qui a pour numéro atomique 12, cela signifie qu'il possède 12 protons dans son noyau et qu'il y a 12 électrons autour. Les deux premiers, ils se placent sur la couche 1s, les deux suivants sur la sous-couche 2s, les 6 d'après vont se placer sur la sous-couche 2p, ce qui nous fait pour l'instant 10 électrons. 2 plus 2 égale 4, 4 plus 6 égale 10, il nous en manque encore 2, qui vont eux se placer sur la sous-couche 3s. Ce sont donc ces 2 électrons qui vont nous intéresser puisqu'ils se trouvent sur la dernière couche électronique de l'atome et que ce sont donc ces électrons de valence. Lorsqu'un atome de magnésium va vouloir gagner en stabilité, il va se séparer de ces 2 électrons. Et lorsqu'il va perdre ces 2 électrons de valence, sa couche externe, elle sera à ce moment-là saturée. Ce sera la couche numéro 2. Donc l'ion magnésium, il répond bien à la règle de l'octet, car il a 8 électrons sur sa dernière couche qui est remplie. Et si on regarde la structure électronique de l'ion magnésium, donc de l'ion qui s'est formé,
on constate qu'il a 10 électrons en tout, mais dans son noyau, il y a toujours les 12 protons. Donc l'ion magnésium ayant 2 protons en excès, sa formule, elle est donc Mg2+. Pareil pour l'ion chlorure, issu d'un atome de chlore qui a initialement 17 protons et 17 électrons. Pareil pour l'ion chlorure, issu d'un atome de chlore qui a initialement 17 protons et 17 électrons. Si le chlore a 17 électrons, sa structure électronique c'est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. La couche externe de l'atome de chlore, c'est la couche la plus éloignée du noyau, elle possède 7 électrons. Il sera donc plus facile pour cet atome, pour gagner en stabilité, qu'il récupère un électron plutôt qu'il en lâche 7. Et finalement, en faisant ceci, en récupérant un électron, la structure électronique de l'ion chlorure, elle sera 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p6. Cet ion chlorure, il satisfait bien la règle de l'octet, puisque sa couche externe, elle est saturée avec 8 électrons. Il possède donc en tout 18 électrons. Et puisque l'ion chlorure possède 18 électrons, mais toujours 17 protons dans son noyau, il a un électron en excès, et son symbole c'est Cl-. C'est donc un anion avec une charge négative. Terminons juste cette partie sur la formation des ions avec l'atome d'hydrogène qui est un atome un petit peu particulier de par sa configuration électronique. Vous constatez qu'il est dans la première colonne du tableau périodique, mais que pourtant il n'a pas la même couleur que les autres alcalins. En effet, c'est un atome plus léger et il ne possède qu'un seul électron sur sa couche externe, qui peut en contenir au maximum 2, la couche 1s, comme nous avons vu au cours précédent. Ce qui fait que pour gagner en stabilité, il va avoir plusieurs possibilités. Il va pouvoir former un ion hydrure, comme nous avons vu précédemment, pour satisfaire la règle du duet. Mais ça va être aussi facile pour lui de perdre un électron pour devenir un ion H+, qu'on appellera alors l'ion hydron. Et il va même être capable de former des molécules en s'assemblant avec d'autres atomes du tableau périodique dont les couches externes sont plus ou moins à moitié remplies. Une molécule que vous connaissez bien et qui se forme avec des atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, c'est la molécule d'eau. Nous allons donc passer à la deuxième partie de ce cours et nous demander pourquoi et comment se forme cette molécule d'eau. Regardons plus particulièrement l'atome d'oxygène qui est au cœur de cette molécule et que l'on retrouvera aussi fréquemment dans d'autres molécules. Cet atome, il possède en tout 8 électrons, dont 6 sur sa couche externe qui est la couche numéro 2. Pour la formation des molécules, ce qui va importer, ce sont les électrons de valence. Donc pour une meilleure visualisation de ce qui se passe, on va uniquement dessiner la couche externe des atomes avec ces électrons de valence. L'oxygène, même s'il a 8 électrons au total, il en possède seulement 6 de valence, ce qui vont potentiellement nous intéresser pour créer des liaisons avec d'autres atomes. Si on regarde l'hydrogène maintenant, on sait que lui, il a un seul électron de valence sur sa couche externe qui est la couche numéro 1. Les deux atomes ils vont se rapprocher et créer une liaison pour avoir une structure électronique identique à celle des gaz nobles, comme dans le cas de la formation des ions. Donc les électrons vont s'associer et former une paire qui va relier les atomes entre eux. Cette paire d'électrons qui relie les atomes, on l'appellera une liaison covalente. Donc ces électrons, ils restent toujours ensemble et ils sont positionnés sur les couches externes des deux atomes à la fois pour permettre aux atomes de gagner en stabilité. Vous remarquez d'ailleurs qu'à présent l'hydrogène, il possède 2 électrons sur sa couche externe. Cette couche externe étant la couche numéro 1, elle est donc remplie. Et l'hydrogène, il satisfait à ce moment-là la règle du duet. Et si on a un deuxième atome d'hydrogène qui vient lui aussi partager un électron avec l'atome d'oxygène pour créer une autre liaison covalente, on a ainsi une molécule d'eau qui s'est formée. Et on a les 3 atomes qui ont gagné en stabilité. Les 2 atomes d'hydrogène répondent bien à la règle du duet, tandis que l'atome d'oxygène, lui, il répond à la règle de l'octet. Donc ce qu'il faut bien retenir de cet exemple et de la formation des molécules, c'est qu'au final, ce sont des entités qui sont plus stables chimiquement que les atomes, tout comme les ions ou les gaz nobles. Et elles vont se former lorsque des atomes vont partager ensemble des électrons. Le partage d'électrons est une action réciproque, c'est-à-dire que si un atome d'oxygène partage un électron avec un atome d'hydrogène, il reçoit en retour également un électron partagé. Ces électrons non seulement permettent aux atomes d'augmenter leur stabilité, mais ils créent aussi surtout ce qu'on appelle une liaison covalente qui va maintenir les deux atomes fixés entre eux. Et lorsqu'une molécule est formée, tous les atomes ont gagné en stabilité.
Et ils respectent à ce moment-là soit la règle du duet, soit la règle de l'octet, à savoir que leur couche externe, elle est finalement remplie d'électrons. Enfin, une chose très importante, c'est que chaque atome va pouvoir faire un certain nombre de liaisons covalentes. Et cela dépend de son nombre d'électrons de valence, comme nous avons vu avec l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène, par exemple, il ne peut faire qu'une seule liaison covalente. Pourquoi? Parce que sa structure électronique, c'est 1s1, ce qui veut dire que sa couche externe, c'est la couche numéro 1, qu'elle peut contenir 2 électrons au maximum, mais qu'initialement, elle n'en contenait qu'un. L'hydrogène, il va donc pouvoir recevoir un électron supplémentaire, et donc il va pouvoir créer une liaison covalente. Quant à l'oxygène, sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p4. Sa couche externe, c'est donc la couche numéro 2, qui elle va pouvoir contenir au maximum 8 électrons. Mais initialement, l'oxygène, il ne possède que 6 électrons de valence. Il va donc pouvoir en recevoir 2 supplémentaires, ce qui va signifier qu'il va pouvoir créer 2 liaisons covalentes. Regardons à présent l'atome de carbone, un autre atome qu'on va souvent retrouver dans les molécules. Sa structure électronique, c'est 1s2, 2s2, 2p2, ce qui signifie qu'il a lui 4 électrons de valence sur sa couche externe. Sa couche externe étant la couche numéro 2, elle peut contenir jusqu'à 8 électrons au total. Donc le carbone, il va pouvoir recevoir 4 électrons supplémentaires et par conséquent, il va pouvoir créer 4 liaisons covalentes. Regardons par exemple comment se forme une molécule avec du carbone, la molécule de méthane par exemple, qui sera constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Donc toujours pour faciliter la visualisation, nous allons dessiner seulement les électrons de valence, ceux qui vont nous intéresser pour faire les liaisons covalentes. Donc on sait bien que le carbone il possède 6 électrons, mais ceux qui nous intéressent, ce sont uniquement les 4 qui se trouvent sur sa couche externe. Et on a donc 4 atomes d'hydrogène qui vont se présenter face au carbone pour gagner en stabilité et former avec lui une molécule. On rappelle que de par leur structure électronique, chaque atome d'hydrogène il ne pourra faire qu'une seule liaison covalente. Ils vont donc se lier au carbone et créer chacun une liaison covalente en partageant un électron et en recevant un électron en retour. Ainsi, chacun des atomes d'hydrogène répond à la règle du duet, puisque leur couche externe, qui ne peut contenir que 2 électrons, en contient à présent 2. Quant au carbone, ayant reçu 4 électrons en partage, il possède à présent 8 électrons sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2. Et cette couche numéro 2, vu qu'elle ne peut contenir que 8 électrons au maximum, l'atome de carbone, il satisfait à présent la règle de l'octet. Tous les atomes ont donc gagné en stabilité et une molécule de méthane s'est formée. Voyons à présent une autre molécule formée avec du carbone, la molécule de dioxyde de carbone, que vous connaissez bien, le CO2, composé de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Nous avons ici dessiné uniquement les électrons de valence, à savoir 4 pour le carbone, qui va pouvoir recevoir 4 électrons et donc faire 4 liaisons covalentes, et 6 pour l'oxygène, qui va donc pouvoir recevoir 2 électrons et faire 2 liaisons covalentes. Les atomes d'oxygène vont venir se lier à l'atome de carbone, chacun va partager avec lui 2 électrons, et nous avons ainsi 4 liaisons covalentes qui se sont créées. Les atomes d'oxygène pouvant faire 2 liaisons, nous avons donc une double liaison qui s'est effectuée entre chaque atome d'oxygène et l'atome de carbone. Vous voyez d'ailleurs bien cette double liaison sur la représentation moléculaire du dioxyde de carbone, en haut à gauche, avec les boules rouges pour l'oxygène et la boule noire pour le carbone. Donc vous avez 2 liaisons entre chacun des atomes. Le carbone, il fait quant à lui, comme nous l'avons vu, systématiquement 4 liaisons covalentes. Et suite à la formation de cette molécule, on constate bien que tous les atomes, ils respectent à présent les règles de stabilité. Ici, en l'occurrence, la règle de l'octet, qui nous dit que l'atome, il est stable si sa couche externe, elle est remplie avec 8 électrons. Voyons à présent un dernier atome qui intervient souvent dans la formation des molécules et qu'on retrouve pas mal en classe de seconde, l'atome d'azote. Donc l'azote, il a pour symbole grand N et pour numéro atomique 7. Donc il a 7 électrons. Sa structure électronique, ce sera 1s2, 2s2, 2p3. Donc il possède sur sa couche externe, qui est la couche numéro 2, 5 électrons de valence. Et par conséquent, il va pouvoir accueillir 3 électrons supplémentaires pour que sa couche externe soit remplie. Il va donc pouvoir faire 3 liaisons covalentes. Nous voyons ici 2 atomes d'azote avec leur structure électronique complète, c'est-à-dire avec les 7 électrons.
Mais une fois de plus, nous nous intéresserons qu'aux électrons de valence pour la formation des molécules. Donc chaque atome d'azote possède 5 électrons de valence. Ils vont pouvoir en recevoir 3 pour créer 3 liaisons covalentes et remplir leur couche externe. C'est en effet ce qui va se produire lors de la formation d'une molécule de diazote. Chacun des atomes d'azote partage 3 électrons, ainsi 3 liaisons covalentes sont créées, et les deux atomes, ils ont leur couche externe remplie, satisfaisant ainsi la règle de l'octet. Donc lors de la formation du diazote, un gaz qui est grandement présent dans notre atmosphère terrestre par ailleurs, les atomes d'azote, ils forment une triple liaison. Mais dans le cadre de la formation d'une autre molécule, ils peuvent tout aussi bien former 3 liaisons simples avec 3 atomes différents par exemple. C'est ce que nous avons vu aussi avec le carbone qui dans le cadre d'une molécule de méthane formait 4 liaisons simples, alors que dans le cadre d'une molécule de dioxyde de carbone, il formait 2 liaisons doubles. Mais en tout cas, le carbone il fera toujours 4 liaisons, l'azote il en fera toujours 3, l'oxygène toujours 2 et l'hydrogène toujours 1. Vous pouvez apprendre ceci par cœur, mais sachez que c'est dû à la structure électronique des atomes. Et si je vous donne un autre atome, vous devez être capable de me dire combien de liaisons covalentes il va pouvoir faire. Maintenant que nous avons vu comment se forment les molécules, nous allons voir qu'il existe plusieurs manières de les écrire. La première, la plus simple, c'est la formule brute. Lors de cette écriture, seulement les atomes et leur nombre apparaissent. La formule brute de la molécule d'eau, c'est donc H2 en indice pour dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, puis O pour dire qu'il y a un seul atome d'oxygène. Le méthane s'écrit C pour dire qu'il y a un atome de carbone et H4 pour dire qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Le dioxyde de carbone, lui, s'écrit C pour l'atome de carbone et O2 pour les 2 atomes d'oxygène. Et le diazote, il s'écrit N, indice 2 pour les 2 atomes d'azote. Maintenant, on peut aussi écrire les molécules de manière plus précise en faisant apparaître par exemple les liaisons entre les atomes. On appellera cette notation la formule développée. Cela nous permet de voir comment les atomes ils sont reliés entre eux. Par exemple, dans la molécule d'eau, nous savons que chacun des atomes d'hydrogène est relié avec l'oxygène grâce à une liaison covalente. La liaison covalente, elle est donc représentée ici par un trait. Si on regarde la molécule de méthane, les 4 liaisons que fait le carbone avec les 4 atomes d'hydrogène apparaissent. Quant à la molécule de dioxyde de carbone, on va voir 2 traits apparaître entre les atomes d'oxygène et le carbone pour signifier qu'il y a une liaison double entre les atomes. Et pareil pour le diazote, on écrira 3 traits pour signifier qu'il y a une liaison triple entre les atomes d'azote. Parfois, les molécules elles sont constituées de davantage d'atomes et leur formule développée elle peut paraître un petit peu complexe. Il peut être alors intéressant de retirer certaines liaisons, les liaisons avec les atomes d'hydrogène, qui n'apportent pas beaucoup d'informations, puisqu'on sait que c'est toujours des liaisons simples, et on ne va pas perdre d'informations sur l'agencement de la molécule. Par exemple, cette molécule d'éthanol que vous voyez ici, elle est composée de 2 atomes de carbone en noir, de 6 atomes d'hydrogène en blanc, et d'un atome d'oxygène en rouge. Sa formule brute, c'est donc C2H6O. Pour la formule développée, toutes les liaisons doivent apparaître. On voit donc à gauche le carbone du fond sur la visualisation 3D qui fait 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène et une avec le carbone du milieu. Ceci est très important, le carbone fait toujours 4 liaisons en tout. Le carbone situé au milieu est quant à lui relié au carbone du fond, à l'atome d'oxygène ainsi qu'à 2 atomes d'hydrogène, ce qui lui fait bien également 4 liaisons covalentes. L'oxygène, lui, il est relié à l'atome de carbone central et à un atome d'hydrogène. Il est ainsi impliqué dans 2 liaisons covalentes, ce qui est normal car l'oxygène fait toujours 2 liaisons covalentes. Et donc pour notre formule semi-développée, qui est une simplification de la formule développée, on ne va pas faire apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. Ainsi le premier carbone, le carbone du fond, qui fait 3 liaisons avec des atomes d'hydrogène, s'écrira directement CH3. Il sera relié au second atome de carbone, qui fait lui 2 liaisons avec des atomes d'hydrogène, et qui par conséquent sera noté directement CH2. Enfin, ce carbone du milieu, il fait une liaison avec l'oxygène, qui apparaît bien ici, mais la liaison de cet atome d'oxygène avec le dernier atome d'hydrogène n'apparaît pas non plus. On note directement OH. La dernière notation des molécules que nous allons voir, c'est le schéma de Lewis qui est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus complet.
Lorsqu'on fait un schéma de Lewis, on fait apparaître tous les électrons de valence des atomes. On les fait apparaître en fait par deux, donc par une paire d'électrons en réalité, que l'on va représenter par un trait. Et on peut avoir un trait qui représente un doublet d'électrons liants, c'est-à-dire qui relie deux atomes, ou alors un trait qui représente deux électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans une liaison covalente, qu'on appellera alors un doublet non liant. Essayons donc de dessiner les schémas de Lewis des molécules que nous avions vus jusqu'à présent dans le cours, simplement en utilisant ces trois étapes. Et commençons par la molécule la plus simple, la molécule d'eau. Pour la première étape, on représente simplement les atomes avec leur symbole. Donc jusque-là, pas de difficulté. C'est comme pour les formules développées. Pour la molécule d'eau, on écrit un O pour l'atome d'oxygène et 2 H pour les atomes d'hydrogène. Pour la deuxième étape, nous allons dessiner les doublets liants en rouge. Donc jusque-là, ça va toujours ressembler à la formule développée. Reprenons premièrement notre dessin sur la formation de la molécule d'eau avec tous les électrons de valence, l'oxygène qui en a 6, mais qui grâce aux 2 apportés par les atomes d'hydrogène satisfait la règle de l'octet, et les atomes d'hydrogène qui n'ont qu'un électron de valence au début, mais grâce au partage d'électrons de l'oxygène satisfont eux la règle du duet. Pour cette deuxième étape, on dessine les doublets liants, c'est-à-dire les paires d'électrons impliquées dans une liaison covalente. On a donc une paire d'électrons qui relie le premier atome d'hydrogène à l'oxygène, c'est un doublet liant, on le représente avec un trait au rouge. On a également une paire d'électrons qui relie le second atome d'hydrogène à l'oxygène. C'est un autre doublet liant, on le représente lui aussi avec un trait rouge sur le schéma de Lewis. Jusque-là, pas de différence avec la formule développée. Maintenant, attention, troisième étape, nous avons dit que pour le schéma de Lewis, on doit aussi faire apparaître les doublets d'électrons non liants. Donc, puisqu'on parle de doublets, on veut représenter une paire d'électrons par un trait. On regroupe donc les électrons restants par 2 et nous allons cette fois-ci dessiner les doublets non liants en vert. On peut faire apparaître une paire d'électrons non liantes au-dessus de l'oxygène et une paire d'électrons non liantes en dessous de l'oxygène. On remarque que l'oxygène, il a toujours 2 doublets non liants qui vont apparaître sur son schéma de Lewis. Et l'hydrogène, lui, il n'aura jamais de doublet non liant. Reprenons le tableau de tout à l'heure qui nous a permis de trouver le nombre de liaisons covalentes que chaque atome peut faire en fonction de sa structure électronique. Donc la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est qu'une liaison covalente, c'est la même chose qu'un doublet liant. L'oxygène, il peut faire 2 liaisons covalentes. Donc suite à la formation d'une molécule, il aura 2 paires d'électrons impliqués dans des liaisons. Il aura donc 2 doublets liants. Maintenant, pour faire nos schémas de Lewis, il faut aussi dessiner les doublets non liants, c'est-à-dire les paires d'électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Et l'hydrogène, n'ayant qu'un seul électron de valence sur sa couche externe, qui peut en contenir 2, après la formation d'une molécule, il va se retrouver avec 2 électrons sur sa couche externe. Mais ces 2 électrons, ils seront impliqués dans une liaison. Il aura donc un doublet liant, comme nous avons vu, mais n'ayant pas d'autres électrons sur sa couche externe, l'hydrogène il aura forcément 0 doublet non liant. L'oxygène, par contre, qui possède lui 6 électrons de valence et qui va pouvoir en recevoir 2 supplémentaires lors de la formation de molécules, il va également en donner 2 pour former les liaisons covalentes. Il y aura donc 2 paires d'électrons liantes après la formation d'une molécule avec de l'oxygène. Et il va lui rester 4 électrons de valence sur sa couche externe qui ne seront pas impliqués dans des liaisons. Ce qui fait que l'oxygène, il aura toujours 2 paires d'électrons non liants, ce qu'on appelle donc les doublets non liants. Le carbone, quant à lui, il a 4 électrons de valence. Il va donc en recevoir 4 lors de la formation de molécules, mais il va aussi devoir en partager 4 en retour. Tous ces électrons, ils vont donc être impliqués dans des liaisons covalentes. Il lui restera donc 0 paire d'électrons qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes, soit 0 doublet non liant. Si on reprend la molécule de méthane, qui est constituée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène, on peut déjà faire la première étape de notre schéma de Lewis en écrivant un C pour le carbone et les 4 H pour les 4 atomes d'hydrogène. Et si on observe attentivement les électrons de valence après la formation de la molécule, que ce soit les 4 de la couche externe du carbone ou les 4 venant des atomes d'hydrogène, ils sont tous occupés dans ces liaisons. On va donc représenter les 4 paires d'électrons comme des doublets liants
sur le schéma de Lewis. Et finalement, on ne fera apparaître aucun doublet non liant, puisque tout simplement il n'y en a pas. Il n'y en a jamais avec le carbone, et il n'y en a jamais non plus avec l'hydrogène. Par contre, si on prend notre molécule de dioxyde de carbone, constituée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, on peut déjà faire la première étape de notre schéma de Lewis en écrivant le C pour le carbone au milieu et les 2 O pour les atomes d'oxygène. Cette fois-ci, après la formation de la molécule, on constate que les 4 électrons de l'atome de carbone sont impliqués dans des doublets liants. On a donc 2 liaisons covalentes avec chaque atome d'oxygène, à savoir 2 doublets liants que l'on peut dessiner en rouge sur la molécule de Lewis. Et si tous les électrons du carbone sont occupés dans des liaisons, il ne faut pas oublier les électrons de valence de l'oxygène. Il en reste quelques-uns qui ne sont pas occupés dans des liaisons covalentes. On regroupe donc ces électrons restants par paires pour pouvoir les dessiner sur notre schéma de Lewis, et cela nous donne donc bien 2 doublets non liants que l'on dessine à côté de chacun de nos atomes d'oxygène. Voyons à présent la molécule de diazote que nous avons aussi vue précédemment, qui elle va contenir 2 atomes d'azote qu'on peut déjà écrire pour la première étape de notre schéma de Lewis avec 2 symboles N. On se souvient que ces atomes d'azote ils peuvent faire 3 liaisons covalentes suite à la formation d'une molécule. On va donc retrouver 3 paires d'électrons liants. On dessine donc nos 3 doublets liants sur le schéma de Lewis. Et on n'oublie pas la dernière étape qui consiste à représenter les électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans une liaison. Il en reste 2 pour chacun des atomes d'azote. Autrement dit, une paire d'électrons pour chacun des atomes. Donc on va représenter un trait pour chacun des doublets non liants à côté des atomes d'azote en vert. Donc si on résume ce que l'on vient de voir et que vous pouvez déjà apprendre par cœur pour aller plus vite lorsque vous allez représenter vos molécules avec des schémas de Lewis, l'hydrogène, il aura toujours un doublet liant mais 0 doublet non liant. L'oxygène aura toujours 2 doublets liants et 2 doublets non liants. Le carbone, toujours 4 doublets liants et 0 doublet non liant. Et l'azote, qu'on peut retrouver pas mal aussi dans les exercices, aura toujours 3 doublets liants et 1 doublet non liant. Voyons à présent la représentation de Lewis d'une molécule d'éthanol, un petit peu plus grande et un petit peu plus complexe, et respectons bien les 3 étapes de construction. La première, cette molécule étant composée de 2 carbones, on va dessiner les 2 C au milieu de notre feuille. Il y a en tout 6 atomes d'hydrogène, on écrit donc les 6 H, et un atome d'oxygène, on écrit donc un O. On dessine ensuite les doublets liants, en sachant que les atomes de carbone, ils doivent forcément en faire 4. L'atome d'oxygène, il doit forcément en faire 2. Et les atomes d'hydrogène, ils ne doivent en faire qu'un seul. Et on termine par la dernière étape, à savoir dessiner les doublets non liants. Ici, par chance, il y en a beaucoup moins, puisque le carbone et l'hydrogène n'ont aucun doublet non liant. Il n'y a que l'atome d'oxygène qui va avoir 2 doublets non liants, que l'on représente avec 2 barres vertes au niveau de cet atome d'oxygène. Donc ce tableau récapitulatif est très important, il est à retenir par cœur pour pouvoir dessiner plus rapidement vos molécules de Lewis. Très souvent vous aurez des molécules qui contiennent des atomes d'hydrogène, d'oxygène, de carbone ou d'azote. Mais il peut aussi arriver que vous ayez d'autres atomes au sein des molécules dont on vous demande de dessiner le schéma de Lewis. Et pour cela, il faut bien se souvenir comment on a obtenu les résultats de ce tableau. Vous devez impérativement savoir ce qu'est une structure électronique, des électrons de valence, des liaisons covalentes, ainsi que des doublets non liants présents. Petit exemple d'un atome que nous n'avions pas vu jusque-là, mais qui peut aussi être impliqué dans la formation de molécules. Le chlore, qui a un numéro atomique de 17, qui a donc 17 protons et 17 électrons. Sa structure électronique, ça va être 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p5. Pour la formation des molécules, nous nous intéresserons uniquement aux électrons de valence, donc les électrons situés sur la couche externe. La couche externe du chlore, c'est la couche numéro 3, où se trouvent 7 électrons de valence. Quand le chlore va se lier avec un autre atome, ce qui peut arriver également, il va recevoir un électron en partage, et partager lui-même un électron, ce qui va créer une liaison covalente. Il peut donc faire une liaison covalente, puisque après ça, sa couche externe, elle est saturée.
Il comprend 8 électrons, ce qui est le maximum pour la couche numéro 3. Et il va répondre à ce moment-là à la règle de l'octet. Et après la formation d'une molécule, il nous restera finalement 6 électrons qui ne sont pas impliqués dans des liaisons. Autrement dit, 3 paires d'électrons non liants. Autrement dit, le chlore, il aura forcément toujours 3 doublets non liants. Donc si on veut faire le schéma de Lewis d'une molécule de dichlore, qui comme son nom l'indique, est composée de 2 atomes de chlore. Je commence par écrire mes 2 atomes pour la première étape, de symbole Cl pour le chlore. Puis je dessine mon doublet liant, ou ma liaison covalente. Maintenant que je sais que chaque atome de chlore il peut être impliqué dans une seule liaison covalente. Et je termine en dessinant un trait pour chacun de mes doublets non liants au niveau des atomes concernés. Donc si je devais dessiner toujours 2 traits pour les atomes d'oxygène et 1 pour les atomes d'azote, concernant les atomes de chlore, il faudra bien à chaque fois dessiner 3 traits pour représenter par paire les 6 électrons de valence qui ne sont pas impliqués dans des liaisons covalentes. Voici la représentation de Lewis d'une molécule de dichlore. Passons à la quatrième et dernière partie de ce cours. Finalement, les molécules, ce sont des entités chimiques stables. Une fois que les atomes se sont assemblés, ils répondent tous aux règles de stabilité, que ce soit du duet ou de l'octet. Il n'y a donc a priori aucune chance que ces atomes se séparent. Pourtant, cela va se produire lorsque nous allons provoquer des réactions chimiques. Nous verrons cela en détail dans un prochain chapitre, mais lors des réactions chimiques, les atomes de certaines molécules se séparent pour former de nouvelles molécules. Et comme les atomes sont liés entre eux par des liaisons covalentes, il va falloir une certaine énergie pour briser ces liaisons et séparer les atomes, pour provoquer notre réaction chimique. Cette énergie nécessaire pour briser les liaisons entre les atomes, elle s'appelle l'énergie de liaison, et elle va s'exprimer en joules. Et comme vous en doutez, il va falloir plus ou moins d'énergie pour réussir à briser les liaisons d'une molécule. Déjà, on va avoir des molécules qui auront des liaisons doubles ou des liaisons triples, comme la molécule de diazote que nous avons vue, et qui vont demander davantage d'énergie pour briser les liens entre les atomes, que par exemple la molécule de dichlore que nous voyons ici, qui finalement n'est reliée que par une liaison simple, et qui va demander moins d'énergie pour être brisée. Donc retenez bien qu'une liaison double va toujours demander plus d'énergie qu'une liaison simple pour séparer les atomes d'une molécule. Une liaison simple carbone-carbone demande par exemple 5,7 fois 10 puissance moins 19 joules pour se rompre, alors qu'une liaison double carbone-carbone, elle va demander 10,2 fois 10 puissance moins 19 joules pour se rompre. Pareil pour une liaison simple oxygène-oxygène, elle va se rompre beaucoup plus facilement qu'une liaison double oxygène-oxygène. Mais vous voyez également à travers ces chiffres que l'énergie de liaison, elle ne dépend pas uniquement du type de liaison, à savoir si elle est simple, double ou triple. Elle dépend aussi du type d'atome, puisqu'une liaison simple carbone-carbone, par exemple, elle demande plus d'énergie pour être rompue qu'une liaison simple oxygène-oxygène. Finalement, vous allez avoir une certaine quantité d'énergie nécessaire pour chaque cas de liaison. Et ces valeurs, elles sont bien évidemment pas à retenir, puisqu'il en existe une multitude. Retenez juste que l'énergie de liaison, elle dépend non seulement du type de liaison, mais aussi de la nature des atomes impliqués dans la liaison. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie nécessaire pour rompre une molécule polyatomique, c'est-à-dire une molécule constituée de plusieurs atomes, eh bien c'est la somme de toutes les énergies de liaison présentes dans la molécule. Par exemple, si je vous demande de calculer l'énergie nécessaire pour rompre une molécule de dioxyde de carbone, eh bien dans les données de l'exercice, je vous donnerai la valeur de l'énergie nécessaire pour rompre une double liaison carbone-oxygène. Et par contre, ce sera à vous de savoir comment la molécule est agencée grâce à tout ce que nous venons de voir au cours de ce chapitre, et pourquoi pas d'écrire le schéma de Lewis pour bien montrer qu'il y a 2 doubles liaisons carbone-oxygène. Et si vous avez bien fait votre représentation de Lewis, que vous savez comment les atomes sont agencés au sein de votre molécule, il est alors facile de calculer l'énergie nécessaire pour rompre la molécule. En l'occurrence, pour cette molécule de carbone, c'est 2 fois 13,2 fois 10 puissance moins 19 joules, ce qui nous donnera un résultat de 2,64 fois 10 puissance moins 18 joules. Si je vous demande de donner l'énergie nécessaire pour rompre une molécule d'éthanol, je vais vous fournir certaines données sur les valeurs des énergies de liaison. Et ce sera à vous de savoir faire le schéma de Lewis et de connaître l'agencement des atomes au sein de cette molécule pour pouvoir calculer l'énergie totale. Donc si on regarde bien, grâce à notre schéma de Lewis, on remarque qu'ici il y a 5 liaisons
carbone-hydrogène. On fait donc 5 fois l'énergie de liaison carbone-hydrogène. Donc 5 fois 6,8 fois 10 puissance moins 19. Il y a également dans cette molécule une liaison simple carbone-carbone. Donc on ajoute une fois 5,7 fois 10 puissance moins 19. Il y a aussi une liaison simple carbone-oxygène. Donc on ajoute une fois 5,9 fois 10 puissance moins 19. Et enfin, il nous reste une liaison oxygène-hydrogène. Donc on ajoute 7,7 fois 10 puissance moins 19. Et si on tape correctement cela dans notre calculatrice, on va trouver que l'énergie totale pour rompre la molécule d'éthanol, elle est finalement de 5,33 fois 10 puissance moins 18 joules. On peut d'ailleurs ici laisser le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs, car toutes les valeurs du tableau nous sont données avec 2 chiffres significatifs. Toujours est-il que l'énergie que l'on vient de calculer pour la molécule d'éthanol, elle est supérieure à celle que nous avions calculée pour la molécule de dioxyde de carbone. Il est donc plus difficile de rompre une molécule d'éthanol qu'une molécule de dioxyde de carbone. Voilà qui conclut notre chapitre sur les entités chimiques plus stables chimiquement. Nous avons jusqu'ici parlé des molécules ou des ions de manière individuelle. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les entités chimiques de manière plus groupée, car vous savez que la matière, elle est constituée d'un très grand nombre d'atomes ou de molécules ou d'ions. Nous verrons donc dans le prochain chapitre ce que les chimistes appellent la mole ou la quantité de matière. Mais nous venons surtout de conclure un gros chapitre du programme de seconde. Je vous invite à télécharger la fiche résumant le cours dans la description de la vidéo et bien sûr à vous entraîner à travers d'exercices et pourquoi pas à regarder la vidéo d'exercice corrigé sur ce chapitre.